Le 12 août 2019 est une journée d'été tranquille dans la petite ville paisible d'Accrington en Angleterre lorsqu'une femme quitte sa maison pour une simple promenade dans les bois comme elle a l'habitude d'en faire. Pourtant, elle ne reviendra jamais. Pendant 12 jours interminables, sa famille, ses enfants, ses voisins vont fouiller les rues, les bois, les parcs, cherchant désespérément un signe de vie, un espoir, une trace. Mais au bout de ces 12 jours, ce n'est pas l'espoir qu'ils vont trouver, c'est l'horreur. Parce que ce qui semblait n'être qu'une disparition inquiétante va devenir l'une des affaires les plus glaçantes d'Angleterre, celle de Lindsay Birkbeck. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans cette histoire qui, vous allez le voir, a été résolue grâce aux images de vidéosurveillance, je vous rappelle que mon livre va sortir prochainement et que vous pouvez toujours déjà précommander ce livre. Je vous mets évidemment le lien en description, je vous mets aussi, si vous regardez cette vidéo sur votre téléviseur, puisque je crois qu'il y a plus de 30% de mon audience qui regarde les vidéos sur la télévision, je vous mets le QR code que vous pouvez dès à présent photographier et vous aurez directement le lien pour précommander ce livre qui sera dans les librairies d'ici 8 semaines grand max, elle est un petit peu moins maintenant. Et donc vous pouvez faire partie de cette aventure en précommandant ce livre qui s'appelle Deuxième vie. Ce jour où tout a basculé, j'ai 10 témoignages dans ce livre que je vous partage, 10 témoignages de familles qui ont vu leur vie basculer dans l'horreur du jour au lendemain. Et dans ce livre, eh bien, je reviens sur ces interviews. Ce sont vraiment des témoignages poignants. Et hormis ces témoignages, je vous livre tous les à côté en fait, de ces interviews, comment j'ai préparé les échanges, comment j'ai aussi rencontré les familles, comment je les ai contactées, comment on a gardé contact. Je vous livre aussi mes ressentis sur tout ça. Je parle un petit peu de moi, c'est assez rapide, mais au début du livre. Dans tous les cas, vous pouvez donc déjà précommander ce livre. C'est très simple. Le lien est en description ou grâce au QR code. Et vous avez différents tarifs. Il y en a plusieurs qui m'ont posé la question. Ça correspond à quoi ? Eh bien, c'est très simple. Ça va de 6 € à, je crois, 84 €. En fait, sans inquiétude, 6 €, c'est pour soutenir le projet. 12 €, c'est pour vous procurer le livre en version e-book, version numérique. Et ensuite, les tarifs vont pour le format papier. Si vous voulez avoir plusieurs exemplaires, si vous voulez avoir une dédicace, si vous voulez avoir votre nom aussi dans ce livre sous forme de contribution. Et le plus gros tarif, c'est pour les différents formats papier numérique et avoir une rencontre avec l'auteur, c'est-à-dire moi. On pourra peut-être échanger et ça fera évidemment très plaisir de vous rencontrer. Aucune obligation évidemment sur ces précommandes. Sachez que les précommandes sont disponibles uniquement en France. Si vous êtes à l'étranger, je sais que vous êtes très nombreux à me regarder du Canada par exemple, il faudra attendre que le livre sorte sur toutes les plateformes, j'ai envie de dire Amazon, Cultura, etc., toutes les plateformes en ligne où vous pourrez directement le commander à ce moment-là, mais ce sera que dans quelques semaines. Voilà, merci en tout cas pour votre soutien, merci aussi pour ces 10 familles qui attendent ce livre avec impatience. On ne perd pas de temps et on rentre donc dans cette nouvelle histoire. Lindsay Birkbeck, c'est une femme de 47 ans. Elle est mère de 2 adolescents, Sarah, 17 ans, et Steven, 20 ans, qui vivent chez leur père principalement, puisqu'elle est divorcée de Tim depuis maintenant 1 an au moment où se passe cette histoire. Elle habite à Accrington, c'est une ville située dans le comté du Lancashire, au nord-ouest de l'Angleterre. C'est une femme qui est très proche de ses enfants, c'est ce qui ressort. Elle vient d'emménager dans une nouvelle maison suite à son divorce, une maison située sur Burnley Road. Et ça fait 5 mois qu'elle a retrouvé l'amour auprès de Rob Chaplow. Lindsay, pour décrire un petit peu sa vie, elle travaille comme teaching assistante d'éducation dans une école. Elle est douce, investie et aimée de ses élèves. Elle est très appréciée aussi par ses collègues. Très investie dans son rôle, elle est proche des enfants, c'est ce qui ressort. On dit qu'elle a cette patience rare, cette douceur naturelle qui rassure les enfants
et qu'elle aurait fait tout son possible pour aider n'importe quel jeune en difficulté. C'est vraiment une femme active, sportive aussi. Côté musique, c'est une fan du groupe ABBA. Elle aime se promener, elle aime courir régulièrement dans le Coppice. C'est un bois situé près d'Accrington. Elle y va souvent, en journée. Elle y va pour marcher ou se détendre. Cet endroit, c'est son havre de paix. Un espace où elle se promène maintenant depuis des années. Là-bas, elle se sent chez elle. Là-bas, rien ne semble dangereux. Le 12 août 2019 est une journée qui commence plutôt bien. Lindsay et ses enfants sont en vacances. Lindsay et sa fille sont allés le matin faire du shopping pour acheter un uniforme pour le lycée de Sarah. Puis, Lindsay a déposé Sarah chez son père. Elle prévoit d'ailleurs qu'elle vienne prendre le thé à 18h avec son petit ami Brandon, histoire de lui montrer son nouveau chez-soi, puisque Sarah n'a pas vraiment eu l'occasion d'y aller. Vers 16h, Lindsay a envie de se promener comme elle le fait tous les jours. Elle a le temps de revenir pour 18h pour le thé. Elle enfile une veste violette, sa montre Fitbit et ses baskets. Elle quitte sa maison pour aller marcher au Coppice, le bois qu'elle affectionne tant. Elle est vue regarder sur des caméras de vidéosurveillance à 16h, puis à 16h08, marchant calmement près de sa maison sur Burnley Road, avant de tourner sur Peel Park Avenue et de s'aventurer vers le Coppice. Rien d'anormal, il fait jour, aucun danger apparent. Sauf que Lindsay ne rentre pas. Sarah et Brandon arrivent comme prévu à 18h pour l'heure du thé, ils se retrouvent face à la porte, ils frappent. Ça répond pas. Ils commencent à s'inquiéter. Sarah est inquiète pour sa mère parce que c'est inhabituel qu'elle soit en retard. Alors elle lui envoie un message. « Où es-tu ? Je suis assise dehors depuis 1 heure et j'ai appelé 6 fois. » N'ayant pas de réponse, elle lui envoie un autre message avec une série de points d'interrogation. Mais elle n'a aucune nouvelle de sa part. La meilleure amie de Lindsay est alors contactée, parce qu'elle a l'habitude aussi de l'avoir au téléphone. Cette meilleure amie explique qu'elle aussi a envoyé un message à Lindsay vers 16h30, mais ce message n'a jamais été remis, comme si le téléphone était off ou éteint. Le temps passe, Sarah et Brandon au bout d'un moment décident d'appeler le père de Sarah, Tim Burbeck. Ils retournent ensuite ensemble chez Lindsay, il est aux alentours de 23h45 avec un trousseau de clés de la maison. Mais en entrant dans la maison, il n'y a personne à l'intérieur et rien ne semble anormal. Tout est en ordre. Dans les heures qui vont suivre, évidemment, l'inquiétude grandit. À minuit 11, le 13 août, Tim décide de contacter la police et va dire ceci. « Mon ex-femme semble avoir disparu et ma fille vient de me réveiller. Nous sommes allés chez elle pour vérifier, mais nous ne la retrouvons pas. Ce n'est pas son genre. » Une enquête commence alors pour disparition. Et là, c'est une immense mobilisation qui va s'organiser. Des voisins, des bénévoles, la police. Tout le monde cherche Lindsay. Des dizaines puis des centaines de personnes cherchent, scrutent, espèrent. Cette solidarité immense, ces heures passées à fouiller les bois, les rues, les parcs, témoignent, vous le voyez, de l'impact que Lindsay a sur son entourage. Lindsay, ce n'est pas une inconnue. C'est une figure familière du quartier. Et même pour les gens qui ne la connaissent pas, ça semble impensable de ne pas la chercher. 4 jours après la disparition, la police du Lancashire diffuse des images de vidéosurveillance qui montrent la dernière fois qu'elle a été vue vivante, ces images que vous avez déjà observées. Elle marche donc sur cette fameuse avenue à 16h10 en direction du Coppice. Elle porte une veste violette, un leggings noir et des baskets de couleur foncée avec une semelle blanche. Si l'espoir progressivement commence à diminuer, la police va tenter d'être rassurante de son côté. Rien n'indique qu'elle ait pu être victime d'un acte criminel. L'enquête reste une enquête pour disparition inquiétante à ce moment-là. Mais le 24 août, malheureusement, le cauchemar va devenir réalité. Il est 19h. Lorsqu'une chienne se promenant avec son maître se faufile dans une zone boisée du cimetière d'Accrington. Le maître va lui crier de sortir 3 ou 4 fois, mais la chienne ne répond pas. Elle a la tête dans les buissons. Elle renifle quelque chose. Elle ne prête aucune attention à son maître qui l'appelle. Intrigué, l'homme avance et tombe sur quelque chose de moelleux. Mais une odeur horrible, une odeur de pourriture le prend au nez. Il attrape sa chienne par le collier et ressort immédiatement.
Il se rend compte qu'il y a des mouches partout. Il fait la macabre découverte, dans du plastique, quelque chose qui ressemble à une jambe. La police évidemment est alertée. Elle arrive sur place. Le corps nu de Lindsay est retrouvé dans une tombe peu profonde, dissimulé dans 2 sacs plastiques, au cœur du cimetière d'Accrington. C'est un choc pour les enquêteurs. L'enquête pour disparition devient alors rapidement une enquête pour meurtre et l'autopsie est terrible. Elle a été tuée, Lindsay. Elle a été tuée par de violentes blessures au cou, causées par un écrasement, un piétinement ou une pression d'un genou. Une tentative a même été faite pour couper la jambe droite de Lindsay après sa mort, possiblement à l'aide d'une scie parce qu'en fait il y a des traces de marques de dents. Il y a aussi une lacération de 16 cm qui a entaillé l'os et la rotule. La police comprend vite qu'elle a été attaquée. Quelques minutes seulement après avoir pénétré dans les bois, quelques minutes seulement après les images de vidéosurveillance. Dans le cimetière qui va être fouillé beaucoup plus profondément, les enquêteurs vont faire des découvertes. Ils vont trouver une scie. Une scie à manches jaunes ainsi qu'une paire de gants verts près de la tombe de Lindsay précisément. Il y a un ADN sur les gants, sur les surfaces internes. Et l'ADN de Lindsay est trouvé sur la surface extérieure du gant gauche. Une de ses chaussures qu'elle portait est retrouvée aussi découpée le long de la semaine, dans un sac plastique bleu, jeté dans une benne dans le cimetière. Les enquêteurs essaient de recueillir des témoignages et plusieurs personnes vont parler, vont indiquer avoir vu ou avoir signalé dès le 19 août, donc quelques jours avant la découverte du corps, une poubelle bleue abandonnée dans les buissons à proximité de la scène de crime. Mais cette poubelle était vide, alors personne ne s'en était soucié, on ne voyait pas forcément le lien avec l'enquête sur la disparition de Lindsay à ce moment-là. Des bénévoles avaient aussi d'ailleurs alerté la police, et quand les enquêteurs sont arrivés sur place, la poubelle était vide. Il y avait une tache au fond, c'est vrai, une tache sombre. Mais cette tache, ils ont pris ça pour de la boue. Une poubelle dans un cimetière, finalement, ce n'est pas surprenant. Puis, d'autres témoignages affluent. Une femme raconte avoir trouvé un mouchoir ensanglanté sur l'herbe du cimetière le 18 août, alors qu'elle promenait leur chien avec sa fille. Elle a expliqué que le sang sur le tissu était frais et rouge, mais elle a pensé qu'il pouvait appartenir à un sans-abri connu pour se trouver dans la région. Ça ne l'a pas inquiété plus que ça. Un homme explique, lui, qu'il promenait son chien le 20 août dans le cimetière, sans laisse, et que son chien est revenu avec du sang séché sur le museau, mais il ne semblait pas être blessé. Il n'a pas pensé à appeler la police, pensant que son chien avait trouvé un animal mort. Mais désormais, les enquêteurs ne négligent aucune piste, parce qu'il faut répondre à ces questions. Qui a pu faire ça et pourquoi ? Une jeune femme apporte un témoignage très important. Le jour de la disparition de Lindsay, écoutez bien, elle raconte qu'elle était dans le bois en question, elle aussi, vers 15h44. Zoé Braithwaite, c'est le nom de cette jeune femme. Elle raconte, je cite, voir à ce moment-là une silhouette masculine solitaire. Le jeune homme est encapuchonné, les mains dans les poches, marchant seul sur un chemin parallèle. Son 6e sens s'active, c'est ce qu'elle raconte. Il a l'air louche, ce gars. Et puis elle se rend compte progressivement que la distance entre elle et lui se réduit. Elle prend peur, elle court rapidement en bas de la colline, mais l'homme prend la fuite. Elle se dit sur le moment qu'elle a peut-être eu peur pour rien, mais elle va comprendre avec la suite des événements qu'elle a échappé à la mort parce que malheureusement Lindsay va arriver, elle, quelques minutes plus tard. Une autre témoin va rapporter avoir vu à 16h15, toujours ce même jour, un vêtement un petit peu rouge, suspendu à une clôture de fil barbelé près du chemin de Cardiac Hill, qui provient probablement de la veste de Lindsay. Elle raconte avoir entendu aussi une voix supposée être un enfant, mais elle n'a pas entendu de lutte, ni de cris, ni de hurlements. Quelques témoignages, vous les avez entendus, et très vite, des images cruciales vont apparaître, des images de vidéosurveillance. Et notamment une qui date du 17 août, soit 5 jours après la disparition de Lindsay, qui montre, regardez, un jeune homme marchant sur le trottoir, dont les vêtements correspondent à la description faite par les témoins. Il tire une poubelle bleue, la même poubelle abandonnée dans le cimetière. Cet homme est visible sur d'autres séquences.
5 jours plus tôt, le 12 août, le jour de la disparition à 18h20, une vidéosurveillance filme un jeune homme sortant du Copice et ensuite se rendre sur Burnley Road. Il a la capuche relevée, le survêtement partiellement ouvert et semble torse nu. Le cordon de son pantalon de survêtement semble aussi défait et il a les genoux mouillés. Il ressemble à l'homme vu sur les vidéosurveillances le 17 août. Il est vu à plusieurs reprises faire des allers-retours entre le Copice et le cimetière entre le 12 et le 17 août. Un témoin le voit avec une poubelle bleue qui semble vide alors que le suspect est vu sur cette avenue le 17 août en train de tirer la poubelle à roulettes. Et la poubelle semble lourde. À 15h50, on le voit traversant le cimetière sans la poubelle bleue. Le suspect aurait-il mis le corps de Lindsay dans la poubelle pour le déplacer et s'en débarrasser au cimetière ? Tout porte à le croire. Les enquêteurs en sont certains en tout cas. La police diffuse alors l'image de l'homme en question en train de tirer la poubelle. Nous sommes le 27 août au moment où l'image est diffusée, histoire de retrouver le suspect. Et là, surprise, le suspect se rend lui-même avec ses parents au poste de police. Il s'agit de Rocky Marciano Price, 16 ans. Il vit avec ses parents et 5 frères et sœurs sur Winney Hill Road à Accrington. Avec un QI nettement inférieur à la moyenne, un QI de 65 et un diagnostic d'autisme et de TDAH, il a des difficultés d'apprentissage, ce jeune homme. Mais il est décrit comme très calme, non violent. Il ne parle quasiment jamais. Il fréquente régulièrement la salle de sport. Il adore s'occuper des poulets à la ferme familiale. Il aime aussi regarder des films et jouer sur sa Xbox. Au poste de police, il donne un récit improbable. Il raconte qu'un homme mystérieux l'aurait payé pour déplacer un corps trouvé déjà mort. Voici ce qu'il explique à la police. « Je n'ai pas tué Lindsay Birbeck. Je n'ai pas été impliqué dans sa mort. Je n'étais pas présent au moment ni au lieu de sa mort. Ouais, c'est vrai, j'ai bien déplacé un corps près de Burnley Road, à Accrington, dans une poubelle à roulettes. Au début, j'ai caché le corps, mais je l'ai ensuite remis dans une poubelle à roulettes, l'emmenant au cimetière de Burnley Road où je l'ai enterré moi-même. Un homme est venu me voir alors que je marchais seul dans ce secteur, près de Burnley Road encore une fois, et il m'a demandé de me débarrasser d'un corps pour lui. Il a dit qu'il me paierait beaucoup d'argent, quand tout serait clair. Il m'a montré où était le corps et il est parti tout de suite, me laissant me débarrasser du corps tout seul. Je n'ai jamais rencontré cet homme auparavant. Je ne l'ai pas revu depuis d'ailleurs, il ne m'a pas payé. Il m'a dit qu'il laisserait l'argent pour moi près de l'endroit où le corps se trouvait au début. Une fois que tout serait clair, encore une fois. Si je devais décrire cet homme, je ne peux dire seulement qu'il était blanc et il parlait anglais. Je ne voyais pas bien son visage parce qu'il le cachait avec sa capuche. Je suis pas sûr de sa taille, de sa carrure ou de son âge. Dans tous les cas, je ne souhaite rien ajouter de plus. Personne n'y croit. Sa silhouette correspond à la description qu'a fait Zoé, souvenez-vous, l'autre femme qui a été traquée. La police comprend que Rocky Marciano Price traquait les femmes seules dans les bois ce jour-là. Pourquoi Lindsay ? Elle était simplement là au mauvais endroit au mauvais moment. Parce que le meurtrier était juste à la recherche de femmes seules. Il cherchait une femme à tuer et se fichait finalement de qui elle était. C'est le meurtre totalement aléatoire d'une inconnue. En plus des images de vidéosurveillance, il y a autre chose qui va incriminer ce jeune homme. L'ADN retrouvé sur la scène de crime correspond à Rocky Marciano Price et aucune autre trace d'ADN étranger corroborant la théorie de cet homme mystérieux n'est retrouvée. Sans panique, sans gêne, Rocky Marciano Price a agi seul. Il a mis en place un plan pour se débarrasser du corps de Lindsay en la jetant dans une poubelle bleue comme un vulgaire déchet. Puis il l'a enterré dans une tombe peu profonde au cimetière d'Accrington, enveloppé dans 2 sacs plastiques. C'est le même endroit où sont enterrés son grand-père, qui porte son nom, ainsi que d'autres membres de sa famille. En fait, pour les enquêteurs, c'est simple, il a tout planifié jusqu'à planifier de se débarrasser du corps, puisqu'entre le 12 et le 17 août, on le voit sur les images de vidéosurveillance, il élabore un plan pour se débarrasser du corps de Lindsay. D'où ces multiples allers-retours qu'il a fait. Il répétait en fait pour le 17 août
date où il s'est vraiment débarrassé du corps au cimetière. Ce Rocky Marciano Price ne change pas de version des faits. Il n'a pas tué Lindsay. Un psychologue avait évalué ce jeune homme en 2015, comme je cite, ayant une compréhension limitée de ses propres émotions et de son propre bien-être émotionnel, et semblait également, je cite encore, avoir peu de compréhension du lien entre les événements et les émotions. Le jeune homme n'a jamais eu d'antécédent, personne ne comprend vraiment ce geste. Sa famille va prendre sa défense, ils sont sûrs d'une erreur judiciaire. Comment un jeune homme limité intellectuellement aurait pu mettre en place toute cette stratégie pour se débarrasser du corps? C'est eux qui posent la question. Le père de Rocky Marciano, qui s'appelle Creedy, soutient qu'il n'existe aucune preuve ADN reliant son fils au meurtre. Pourtant, c'est évident, on l'a montré. En février 2020, s'ouvre alors le procès. Mais il va s'arrêter brutalement. Parce que le 9 mars, le tribunal est informé des arrestations d'un homme de 22 ans, d'un homme de 23 ans et d'une femme de 22 ans, tous originaires d'Accrington, soupçonnés d'arrestation illégale et d'agression sur un homme de 22 ans. Les arrestations ne semblent avoir aucun lien avec l'enquête sur le meurtre de Lindsay Birkbeck et aucune des personnes impliquées n'a de lien connu avec la victime, avec Rocky Price ou avec leur famille. Cependant, un examen d'un extrait vidéo trouvé sur le téléphone portable d'une personne détenue en garde à vue prétendait, il faut se prendre ça avec des pincettes à ce moment-là, montrer un homme discutant de certains aspects de l'affaire Birkbeck et affirmant également qu'il avait été impliqué dans le meurtre. Cet homme, sur les images, ce n'est pas Rocky Marciano. Pour les enquêteurs, la soi-disant confession est fausse. Mais il faut quand même enquêter. On a une confession, il faut aller plus loin parce que ça peut mettre un doute. L'enquête ne donne rien et toute hypothèse selon laquelle l'homme en question aurait pu être impliqué dans le meurtre de Lindsay a été réfutée. Le procès reprend donc quelques mois plus tard. 12 août 2020, exactement un an après le meurtre de Lindsay Birkbeck, son meurtrier est finalement traduit en justice. Il n'avoue pas, il ne demande pas pardon. Le verdict tombe, prison à vie avec une peine minimale de 16 ans de détention. Il ne sera libéré que lorsqu'une commission de libération conditionnelle décidera qu'il n'est plus un danger. Devant le tribunal, après la condamnation, des membres de la famille de Rocky Marciano portaient des t-shirts portant les mots « condamné à tort, libérez ce garçon ». Le dos des t-shirts portait l'inscription « meurtrier, toujours en fuite ». Un verdict qui donne un semblant de justice mais aucune consolation réelle à la famille. Sarah, la fille de Lindsay, va déclarer ceci. Au cours des 12 derniers mois, j'avais l'impression que ce n'était pas réel. Nous sommes une petite famille très soudée et nous souffrons tous. Mon frère, Steven et moi avons perdu notre mère. Cela n'aurait pas dû se passer comme ça. Nous allons grandir sans elle à nos côtés. Nous devrons tous les deux nous marier sans elle, avoir des enfants et vivre le reste de nos vies sans son amour et ses conseils. Ma mère était assistante d'enseignement de niveau supérieur et l'ironie, c'est qu'elle aurait pu enseigner à des garçons comme le prévenu et aurait fait de son mieux pour l'aider. Savoir maintenant qu'il l'a assassiné sans aucune raison est déchirant. Le fait qu'il nous ait fait venir au tribunal pour écouter chaque détail graphique du meurtre de ma mère, alors qu'il aurait pu nous épargner cette douleur en plaidant coupable, est impardonnable. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. On va terminer comme d'habitude avec vos commentaires qui se trouvent sous la dernière vidéo qui a été diffusée au moment où j'enregistre celle-ci. C'est l'histoire terrible de Karabo Mokoena qui a été retrouvée morte en Afrique du Sud. Les images de vidéosurveillance sont assez glaçantes. Si vous n'êtes pas encore allé voir cette affaire, je vous conseille d'aller la retrouver sur ma chaîne YouTube. Commentaire qui a beaucoup été liké et commenté d'ailleurs, c'est le commentaire de Mimi Hadji qui nous dit ceci. On devrait rendre les poubelles transparentes. Il y a trop d'affaires de crimes où les meurtriers transportent leurs victimes au vu et au su de tout le monde comme ça. Il y a le message de Liliane qui dit qu'il reste le plus longtemps possible en prison. Et puis on a le commentaire de Patricia Franck. La victime, cette pauvre fille, donnait des conseils pour les femmes sous emprise sur les réseaux sociaux et a plongé dans cette relation violente et toxique. C'est malheureux pour elle, mais Internet, c'est tout et le contraire de tout.
et les pseudo-influenceurs qui se proclament psy ou autres, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, ce sont des commentaires qui ont beaucoup été likés. On va se retrouver, nous, pour une prochaine vidéo, comme vous le savez, principalement tous les mardis à 18h sur cette chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!